Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et nous allons continuer de parler de l'histoire de la CGT aujourd'hui et nous évoquons désormais la période de la Première Guerre mondiale. En effet, cette guerre est une rupture dans l'histoire du pays, dans l'histoire politique, l'histoire de nombreuses organisations qui ont dû faire face à cette nouvelle situation, une guerre comme la France n'avait jamais connue et un engagement total du pays pendant plus de 4 ans. Donc il faut voir comment la CGT va réagir à cette nouvelle situation, surtout que la CGT était une organisation antimilitariste, pacifiste. C'était l'idéologie du syndicat et d'une grande partie du mouvement ouvrier organisé, anarchiste, socialiste, etc. à cette époque. Et ainsi la CGT déclare vouloir faire la guerre à la guerre. Et lors du congrès de Marseille de 1908, elle avait acté l'idée, la possibilité d'organiser une grève générale en cas de conflit, du coup, en Europe. Alors, ce n'était pas automatique. Le Congrès ne déclarait pas qu'il y aurait automatiquement une grève générale. Mais il votait sur le principe que ce serait une solution, une méthode qui serait proposée, du coup, en fonction du contexte, du coup, en cas de guerre. La CGT va également s'opposer à l'allongement du service militaire, organiser notamment aussi une grande journée d'action contre la guerre en 1912, avec une grève contre la guerre, du coup, qui à la base devait être internationale. Elle était en contact avec d'autres syndicats européens pour organiser une journée d'action internationale, ce qui était logique face à un risque de conflit entre plusieurs pays, et que ce soit les syndicats de ces différents pays qui, ensemble, agissent, mais ça a échoué, et même en France, la journée n'a pas non plus été aussi suivie que prévu. Mais ça restait du coup un combat important pour le syndicat de s'opposer à la guerre, et en juillet 1914, alors que le risque de guerre n'a jamais été aussi présent après l'attentat de Sarajevo. D'abord, la CGT pense que le conflit va pouvoir être évité, que la situation va s'apaiser, mais fin juillet, elle se rend compte que l'alerte est plus grave que d'habitude et que cette fois, on dérive du droit vers le conflit et elle organise une grande manifestation le 27 juillet, donc il y a 100 000 personnes à Paris et plusieurs milliers de personnes dans plusieurs autres villes du pays. Le journal La Bataille syndicale, qui est un des journaux de la CGT, rappelle également l'opposition du syndicat à la guerre, mais progressivement, la position de la CGT s'infléchit. Déjà, dès le jour suivant, elle reconnaît que certes, là, il ne faut pas faire la guerre, mais que l'Autriche serait responsable d'un conflit, ce qui déjà prépare l'idée que si on doit faire la guerre, finalement, la France ne serait pas trop responsable et qu'on pourrait éventuellement l'accepter. Cette inflexion s'explique par plusieurs raisons. Déjà, il faut voir que de fait, le patriotisme est présent au sein du monde ouvrier, même au sein de la base de la CGT, même si la CGT en tant qu'organisation se déclare pacifiste, dans sa base, c'est loin d'être un aspect qui mobilise le plus. Certaines fédérations sont même très peu sensibles à ce thème-là. Et clairement, le monde ouvrier n'aurait sûrement pas suivi une grève générale contre la guerre et la CGT en est consciente. Elle est même consciente qu'elle l'apparaîtrait comme étant une traître, de trahir le pays en faisant ça et qu'une partie de la classe ouvrière se retournerait contre elle si elle prenait une telle position. Donc là, il y a une certaine lucidité sur l'impossibilité du coup de s'opposer à la guerre en France, plus le fait qu'ailleurs en Europe, la CGT n'est pas suivie. C'est loin d'être une situation propre du coup au syndicat français. C'est au niveau international que les organisations ouvrières sont incapables de faire face à la montée de la guerre. De plus, il y a la peur de la répression, les actions antimilitaristes sont sanctionnées et il y a le carnet B qui est une liste de militants, syndicaux, socialistes, anarchistes, qui sont du coup listés par le gouvernement pour être arrêtés en cas de déclenchement du conflit et notamment en cas d'action antimilitariste. Donc entre du coup la peur de perdre l'appui du monde ouvrier et la peur de la répression, la CGT infléchit sa position et le ralliement officiel du coup à l'union sacrée qui se met en place du coup dans le cadre de la Première Guerre mondiale aura lieu le 4 août. Le gouvernement, du coup, suite à la déclaration de la guerre, a décidé de ne pas appliquer tout de suite le carnet B, ce qui du coup déjà est un geste, une main tendue à la CGT, et elle va être saisie, et ce qui symbolise ce ralliement, c'est paradoxalement le discours de Jouot, qui est du coup le secrétaire national de la CGT à ce moment-là, aux obsèques de Jean Jaurès. Jean Jaurès, on rappelle, militant socialiste, député, opposant à la guerre et qui a été assassiné par un militant d'extrême droite, justement, du fait de son opposition à la guerre. Du coup, on pourrait s'attendre que lors de ces obsèques, ça soit un événement anti-guerre, anti-militariste. Et pourtant, si Jouot rend hommage aux défunts, dans son discours, il déclare que si la guerre est une mauvaise chose, la CGT se mobilisera pour défendre la démocratie face aux impérialistes, face aux empires, et dénonçant du coup l'impérialisme allemand et autrichien. Et donc reconnaissant que la guerre en quelque sorte de la France à ce moment-là est juste et que la CGT doit la soutenir. La guerre de conquête, non, mais une guerre pour défendre la République, oui. Ce qui trahit un peu du coup ce que souhaitait Jaurès du coup dans ses positions anti-guerre, qui voulait vraiment aller au bout contre la guerre. Mais ce n'était de toute façon pas réaliste et donc on a le ralliement de la CGT. Donc fin août, dans ce contexte, Léon Jouot intègre la gestion du pays en devenant commissaire à la nation
qui est donc une fonction qui est créée à ce moment-là, et pour intégrer la CGT, mais également du coup d'autres mouvements en France, à l'Union sacrée. Plusieurs aussi autres membres de la CGT vont pouvoir intégrer différentes responsabilités en rapport avec l'emploi, l'industrie, l'économie, etc. Donc il y a vraiment une intégration de la CGT à la gestion du pays. Et lors du CCN de la CGT du 26 novembre au 5 décembre, il y aura seulement une minorité du syndicat qui va maintenir son opposition à la guerre et s'opposer à la nouvelle ligne de la CGT. Mais cette minorité va prendre progressivement de plus en plus d'importance au sein de la CGT au cours du conflit, alors que le conflit s'éternise. C'est ce qu'on va aussi s'observer au sein de la SFIO, mais sans y devenir majoritaire. Et parmi ceux-là, on trouve notamment Pierre Monat et plusieurs autres responsables syndicaux qui vont s'organiser. Donc Pierre Monat lui rompt avec la direction du syndicat et certaines fédérations vont s'organiser pour dénoncer le ralliement de la CGT. Et du coup, plusieurs de responsables de la CGT vont participer à des conférences pour la paix en Europe, notamment celle de Zimmerwald en septembre 1915, où on trouve des militants syndicalistes, socialistes, etc. en Suisse. Ce qui fait que du coup, les grèves vont être très rares globalement jusqu'en 1917. Pourtant, la situation dans le pays n'est pas simple. Les salaires n'augmentent pas alors que les prix augmentent. Le temps de travail également, lui, augmente sans que les salaires suivent. Et globalement, c'est la législation sur le droit du travail qui a reculé avec le déclenchement du conflit et la nécessité de produire plus. Donc les conditions de vie des travailleurs se sont dégradées. Mais il n'y a pas de mobilisation contre cette situation et la CGT perd des effectifs. Elle comptait ainsi 350 000 adhérents avant la guerre, elle n'a plus que 50 000 en 1915. Donc on a des gens qui quittent la CGT, mais aussi beaucoup de gens sur le front qui ne réadhèrent pas. Ils ne renouvellent pas leur adhésion puisqu'ils ne sont plus à l'usine, mais à la guerre. Et les personnes qui vont à l'usine pour remplacer ces soldats au front ne vont pas forcément se syndiquer dans un contexte où la CGT n'est plus vraiment active. On a également la presse syndicale qui est réduite en voilure, donc on a des titres qui disparaissent et les autres sont distribués à beaucoup moins d'exemplaires qu'avant. Par contre, la CGT, malgré tout, gagne quand même une certaine influence dans le pays du fait, de son implication dans la gestion du pays et de son intégration dans plusieurs organismes de gouvernement et de gestion. Elle mène également une réflexion sur quelle sera la place du syndicat et du monde ouvrier dans l'après-guerre, notamment comment le monde ouvrier pourrait être reconnu par la société dans son rôle important qu'il a pu avoir dans la victoire, à la fois par les ouvriers qui ont participé au combat et par la bataille de la production qui, dans ce conflit, a été quand même très importante du fait du besoin énorme en matériel militaire et en logistique que ce conflit nécessitait. Et donc, globalement, c'est à ce moment-là que la stratégie de la présence se développe, donc d'être présent dans les institutions et non plus d'être uniquement dans une optique révolutionnaire et de refus de négocier et de refus du coup de voir dans l'État bourgeois, l'État capitaliste, une structure pouvant amener des progrès pour le monde ouvrier. On a donc un changement de paradigme du rapport entre syndicat et État à ce moment-là. C'est donc une évolution majeure dans la CGT qui jusqu'à présent était dominée par les mouvements anarchistes pendant longtemps et qui va du coup s'orienter plus vers une ligne plus réformiste à partir du coup de ce moment-là, même si on verra dans les autres vidéos que cette évolution va aussi connaître des soubresauts, et aussi en rapport avec les scissions et les changements de rapport de force. Mais ça, ce sera une autre histoire. Mais globalement, c'est également une évolution qu'on observe au sein de la SFIO, puisque du coup, pour la première fois, les socialistes ont des ministres. Enfin, il y a eu des socialistes indépendants qui ont été ministres avant, mais de la SFIO, jamais jusqu'à présent. Et là, ils ont désormais 3 ministres. Donc c'est un changement également de paradigme dans l'ensemble du monde ouvrier. Par contre, cette faible mobilisation du monde ouvrier ne va pas durer éternellement. En 1917, on a une reprise des luttes. À un moment donné, la dégradation des conditions de vie a du mal à être acceptée durablement. Surtout que le conflit s'éternise. Donc voilà, on voit que la situation dure. C'est pas un sacrifice temporaire, c'était quelques mois, 1 an, mais là, ça fait déjà 3 ans. On a une lassitude de la guerre. On a également un contexte qui change au niveau européen, avec la révolution russe et des mouvements ouvriers qui se développent dans plusieurs pays, en Europe de l'Est, mais également en Allemagne où l'agitation sociale augmente, en Angleterre aussi. Donc c'est dans l'ensemble du monde ouvrier européen qui commence à en avoir marre de la situation et qui, inspiré par la révolution russe, commence à se bouger. On a également les mutineries au front qui se développent durant cette année-là. Et donc on a des grèves de plus en plus nombreuses. En mai 1917, c'est des ouvrières parisiennes qui travaillent dans la couture qui se mettent en grève. Et plusieurs du coup ouvrières, notamment c'est vraiment des femmes qui se mobilisent puisque du coup c'est elles qui sont nombreuses dans les usines. Dans l'industrie de guerre, en juin, ça se met en grève aussi. C'est quand même assez important dans ce contexte. Après, en 1918, on a un ralentissement des grèves puisqu'il y a une offensive allemande. Et donc face à la menace militaire, beaucoup du coup cessent de lutter et considèrent que quand même la défense du pays est plus importante. On demande plus de droits, mais lorsque la menace se fait présente, le social laisse le pas aux militaires.
Et ça sera qu'en octobre 1918, peu avant la fin du conflit, que les grèves vont vraiment reprendre de manière importante. Je vous mets à l'image du coup un graphique où on a le nombre de grévistes en France, Grande-Bretagne et Allemagne par année durant la Première Guerre mondiale. Et on peut voir vraiment l'année 1917 et l'année 1918 qui sont des années quand même beaucoup plus marquées par des conflits avec des changements en fonction des pays, notamment la Grande-Bretagne qui n'a pas le recul de 1918 puisque le pays est moins directement menacé par l'offensive du coup de cette année de l'Allemagne. Et cette forte agitation sociale va du coup continuer dans l'après-guerre. On a toujours du coup un mouvement révolutionnaire qui est stimulé par ce qui s'est passé par la révolution russe. On a un mouvement révolutionnaire en Allemagne, en Hongrie, etc. On a l'internationale communiste qui se structure, qui encourage ces mouvements sociaux. Il y a toute la lassitude de la guerre et des sacrifices qui ont été faits durant celle-ci. Et donc la volonté, maintenant que la guerre est terminée, de gagner quelque chose. Et on se mobilise pour ça. Donc il y a de très grandes grèves. On a une CGT qui se radicalise, qui gagne des adhérents. On a une SFIO également qui se radicalise, majoritairement décide de devenir le Parti communiste français en décembre 1920. La CGT passe de 660 000 adhérents en mai 1919 à 1,2 million un an plus tard, en avril 1919. On a une grande grève des mineurs de Carmaux pour protester contre l'acquittement de l'assassin de Jean Jaurès. En avril 1919, on a une manifestation qui rassemble entre 100 et 150 000 personnes à Paris. On a des grèves qui s'étendent dans différentes mines également dans les semaines qui suivent. On a les dockers et les cheminots qui rentrent en action aussi. Et le 1er mai 1919, il y a de grandes mobilisations avec des affrontements avec la police et il y a un ouvrier qui meurt dans ces manifestations. Donc on est vraiment dans une situation quand même assez tendue. Le gouvernement, face à cette situation, va d'ailleurs accorder la journée de 8 heures, qui est une revendication historique du monde ouvrier. C'est la revendication qui est à l'origine du 1er mai. Donc officiellement, les 8 heures sont accordées, mais dans les faits, les journées de travail restent souvent plus longues, avec de nombreuses heures supplémentaires. Et donc, un des combats de la CGT, du ROCU et des syndicats en général dans les années suivantes, ça va être de faire appliquer concrètement les 8 heures. Et ça va par exemple être le cas de plusieurs grèves à la mine de Champagnac, du coup, que j'ai particulièrement étudié. Donc on aura après de nouvelles grandes grèves en 1921 lancées par les cheminots, mais qui va subir du coup une certaine répression. Et cette fois, la CGT ne va pas réussir à lancer un grand mouvement de solidarité avec les cheminots. Et là, on a un reflux social à ce moment-là. La CGT, sous l'effet de la répression, des menaces de dissolution, perd des adhérents, puis subit la scission avec la CGTU, donc la CGT unitaire, qui est du coup le courant pro-communiste, pro-international communiste et plus révolutionnaire de la CGT, qui globalement rassemble ceux qui avaient refusé le ralliement à l'Union sacrée. Et donc du coup, cette scission découle en partie du ralliement à l'Union sacrée du coup en 1914, donc découle de la Première Guerre mondiale. Vu que la Révolution russe en découle aussi et que c'est une des autres causes de la scission de la CGT, c'est clair que la Première Guerre mondiale est la cause principale de la scission de la CGT du coup après-guerre. Et qui est donc une période aussi importante pour la CGT où il y aura en fait deux organisations syndicales en parallèle jusqu'à leur réunification dans le cadre du Front populaire. Mais ça, c'est ce que l'on va étudier dans la prochaine vidéo sur la période globalement 1920-1936 de la double CGT. Et cette période sera aussi celle qui, du coup, comme je vous l'ai dit, a permis à l'aile réformiste de devenir majoritaire au sein de la CGT, même quand il y aura, après la Seconde Guerre mondiale, les communistes qui seront majoritaires au sein de la CGT. Elle ne sera pas aussi révolutionnaire qu'elle n'était avant la Première Guerre mondiale. Elle va quand même beaucoup plus appliquer la discussion et la négociation qu'avant. Et quoi que beaucoup disent aujourd'hui, la CGT reste un organisme, un syndicat qui allie la négociation et la grève pour obtenir des avancées. Et souvent dans les entreprises, la CGT signe des accords pour obtenir des avancées pour les employés et les travailleurs. Ce n'est pas un organisme qui refuse toute négociation et qui mène la grève par principe. Loin de là, malgré certains clichés. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo du coup sur la CGT durant la Première Guerre mondiale, une période très importante. J'espère que vous avez appris des choses et que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et la partager. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo. Au revoir tout le monde!